Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour réagir à l'information et pas du tout une vidéo putaclic parce que je n'aime pas en général euh, faire des vidéos pour faire des vues en rebondissant sur l'information quand si je n'ai rien à dire. Alors en général on s'aperçoit que beaucoup de youtubeurs font leur vue et ont leur clic, ont leur petit pouce vers le haut et essayent d'augmenter le nombre de leurs abonnés en surfant sur l'actualité, même quand ils n'ont rien d'intéressant à apporter. Tout ça pour grossir la masse de leurs abonnés. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais quand même parler de pandémie, puisque nous avons une épidémie de grippe. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce virus, mais je vais quand même essayer d'expliquer, parce que ça m'énerve un peu qu'on ne traite pas l'essentiel, essayer d'expliquer qu'une pandémie actuellement ne peut pas avoir lieu, parce que pour qu'une pandémie ait lieu, il faut qu'il y ait avant cela des prédispositions dans la population et un affaiblissement global dans cette population des défenses immunitaires. Alors c'est en général le scénario qu'il y a. Alors il y a bien sûr eu des pandémies qui ont touché, alors on ne peut pas dire pandémie, mais qui ont touché la moitié d'une population mondiale à un certain moment donné, qui ont été l'éradication d'une partie des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, mais pour des raisons que j'ai expliquées dans une autre vidéo qui sont bien particulières, c'est-à-dire un isolement géographique pendant des millénaires d'une population humaine qui a fait qu'ils n'ont pas développé d'anticorps pour beaucoup de pathologies humaines que les Européens, les Asiatiques, donc les Eurasiens et même les Africains ils avaient généré des anticorps parce qu'ils sont en communication permanente entre eux et donc entre leurs bactéries et entre leurs virus aussi. Alors que les Indiens d'Amérique étaient isolés du reste de l'humanité dans un milieu qui n'était pas propice au développement de nombreuses maladies, puisqu'ils sont spécialisés, de nombreuses maladies, de nombreuses bactéries, puisqu'ils étaient arrivés il y a 13 000 ans, pour les premiers à 15 000, mais ce sont ou 17 000, on dit même 18 000, même plus, mais ce sont des groupes qui ne sont pas restés. On va dire que la colonisation s'est faite très rapidement, il y a un peu plus de 10 000 ans, 10, 12, 13 000 ans, et ils sont arrivés sur un territoire vierge, et après ils ont été isolés, un territoire vierge où il n'y avait pas beaucoup de pathogènes. Donc ils étaient dans une espèce de paradis microbien pour eux, c'est-à-dire où il n'y avait pas de microbes extrêmement virulents pour les hommes, puisque les souches animales qui étaient là ne vivaient pas en commun avec les hommes, donc n'avaient pas développé, les souches animales, ou plutôt les bactériennes, n'avaient pas développé dans les souches animales, ne s'étaient pas adaptés aux animaux et aux hommes en même temps, alors que en Asie, en Afrique et en Europe, les bactéries, et en général, ont plusieurs hôtes, et les virus se retrouvent dans plusieurs hôtes, puisqu'un bon virus, comme je le dis tout le temps, plutôt une bonne bactérie aussi, un bon pathogène, on va dire pas un pathogène, puisqu'ils sont pathogènes quand ils commencent à être moins efficaces, un bon virus, une bonne bactérie, surtout une bactérie, elles sont des bactéries qui ne sont pas nuisibles pour leurs hôtes, donc qui vivent dans leurs hôtes sans que ceux-ci s'en aperçoivent, et qui, pour optimiser leurs chances de se reproduire et de vivre, la vie désire qu'une seule chose, c'est vivre et se reproduire, colonisent un maximum d'hôtes. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver plusieurs souches de bactéries qui vivent dans un individu, l'affaiblissant peut-être un peu, ou des fois étant utiles, comme beaucoup de bactéries qui permettent la bonne digestion. Mais certaines vivent dans les poumons des individus et ne sont pas très très nuisibles, et ce sont les plus efficaces des pathogènes quand ils ont plusieurs hôtes, puisque comme ça ils peuvent survivre. Le but de la vie, de survivre en vivant dans un milieu et en profitant du milieu que leur hôte leur donne. Un mauvais pathogène est un pathogène qui est extrêmement virulent et qui tue son hôte très rapidement, faisant en sorte que l'épidémie ne dure pas longtemps et est circonscrite très rapidement, puisque c'est trop virulent. Dans le genre, l'Ebola se développe, est extrêmement virulent,
mais les gens meurent tellement rapidement qu'ils n'ont pas le temps de passer leurs bactéries. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Alors, la seconde chose qui est important d'expliquer pour des pathogènes comme on a pour ce virus, cette grippe asiatique, hein, pourquoi on ne risque pas une pandémie comme en 1918, hein, pour la bonne raison qu'une pandémie ne peut, d'ailleurs qu'un développement, une transmission générale d'une bactérie ne peut se développer dans une population que quand celle-ci est affaiblie, quand celle-ci a une baisse des défenses immunitaires. C'est-à-dire que nous avons vu en 1918 cette grippe espagnole, qui est faussement espagnole, hein, on dit espagnole, mais qui a débuté en Asie, se répandre très vite dans des populations mondiales qui avaient été éprouvées et affaiblies par la guerre, par une malnutrition, une sous-nutrition due à ces conflits des hommes pour l'énergie. Et à la fin de la guerre, on a vu apparaître cette épidémie parce que les individus, les hommes, étaient affaiblis et par le manque nutritionnel, par le manque de micronutriments, par le manque de protéines, par le manque de tous les nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Les hydrates de carbone, les lipides, et on manquait de bons nutriments. Certains étaient malnutris, d'autres sous-nutris, avec un système immunitaire déficient, faisant que ce système immunitaire laissait passer des bactéries et proliférer des bactéries parce qu'il ne pouvait plus répondre, puisque l'organisme n'avait pas assez de nutriments, n'avait pas assez de micronutriments et même de nutriments lui permettant de résister à des bactéries qui normalement auraient dû être éjectées, ce qui fait que détruites, ce qui fait que les organismes affaiblis ont laissé entrer des bactéries et des virus, et on s'est retrouvé avec cette pandémie de 1918 qui a fait beaucoup plus de morts que la guerre de 14-18 elle-même. Donc un fléau sur un autre, hein, c'est les chevaliers de l'Apocalypse, hein, les chevaliers sont 4, hein, ils arrivent puisque les malheurs qui touchent l'humanité en général vont en groupe, et c'est une espèce de suite logique qui fait que les hommes sont d'abord ont une surpopulation qui consécutive en général à des découvertes d'énergie qui permettent aux hommes de plus se reproduire, de monter d'avoir une démographie galopante, et ensuite une surpopulation ou des énergies on découvre, ou des progrès technologiques, hein, tout ça, hein, c'est le revers de la médaille qui fait qu'il y a une surpopulation par mauvaise gestion, et ensuite surpopulation, affaiblissement des individus, guerre, puisqu'on se bat pour l'énergie que l'on n'a pas, hein, puisqu'on va à ce moment-là avoir une restriction énergétique, donc on va la chercher chez les autres, on se protège des autres qui viennent te la chercher, et ensuite affaiblissement par ces guerres et par cette mauvaise nutrition qui laisse la place aux épidémies. Alors nous, on n'est absolument pas dans ce cas. Ceci dit, on a un virus qui est particulièrement dangereux, mais qui, dans l'état actuel de notre monde, ne peut pas se répandre si facilement qu'en 1918. Donc oui, c'est dangereux, oui, on a un virus qui est dangereux, mais le virus ne pourra pas se répandre d'une façon générale, même s'il va faire de nombreuses victimes, pour la bonne raison que nos populations, globalement, ne sont pas sous-nutries ou malnutries. Alors oui, elles ne sont pas très bien nutries dans les pays dits développés, dans nos pays européens, dans nos pays occidentaux, puisqu'on a de la malbouffe. Mais, ceci dit, on a quand même la possibilité d'avoir déjà de bons médicaments, un système, on va dire, hospitalier, un système qui permet de soigner, de juguler les épidémies, et on a des populations qui ne sont pas dénutries, elles sont plutôt surnutries, même malnutries, et il suffit de les soigner, de les protéger, et on a des capacités à faire des blocages, à bloquer cette pandémie, puisqu'il faut, pour choper ce virus, être en contact avec les individus
et recevoir de la... comment dire, des postillons, recevoir des micro-gouttes de ce virus qui peuvent rentrer à l'intérieur, et de toute façon, même s'ils vous atteignent, si vous avez un système respiratoire, ORL, un système respiratoire et bronchique, l'ensemble du système respiratoire en bonne santé et pas inflammé, pas plein de mucus, vous n'allez pas à choper ce virus, puisqu'il va se développer dans un milieu très particulier qui est en général le milieu des personnes qui sont en état de fatigue, en état de faiblesse immunitaire, avec des inflammations, des bronches qui laisseront passer facilement le virus, et trop de mucus pour sortir des fois des bactéries qui prennent un peu qui se développent d'une façon excessive dans notre système pulmonaire et notre système respiratoire, et qui à ce moment-là créent des inflammations et des passages pour un virus. Donc nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là, mais nous sommes quand même dans un cas où il y a quand même un virus dangereux que nous avons la possibilité de juguler, et surtout nous avons globalement des populations qui ne sont pas affaiblies. Bien sûr, on serait en état de guerre, en état de dénutrition, malnutrition, en état de fatigue générale, avec globalement dans les populations des gens affaiblis avec un système immunitaire. Vous imaginez bien qu'un virus comme ça, c'est la pandémie directe. Une pandémie dépend de beaucoup de facteurs, et le facteur de globalement d'avoir des populations dénutries, malnutries, avec un système immunitaire déficient, ce que nous n'avons pas actuellement. Donc on peut crier au loup, c'est toujours bien d'avertir les gens, ça fait vendre du papier, ça fait travailler les journalistes de faire peur à tout le monde, mais effectivement on a affaire à un virus dangereux, mais dans l'état actuel de nos populations, ça ne peut pas se transformer en pandémie, car nous sommes plus résistants que des populations affaiblies par des guerres et des famines. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de virus qui va se développer d'une façon terrifiante et annihiler la moitié de l'humanité ou de l'Europe. Il faut savoir que la grande peste noire du Moyen-Âge de 1347 était une peste noire qui avait eu lieu sur des populations, donc une transmission sur la peste bubonique, c'était par des puces, transmission de maladies par ces puces sur des populations qui étaient affaiblies parce qu'il y avait une explosion démographique due à une très très bonne, pendant plusieurs dizaines d'années, de très très bonnes récoltes, donc explosion démographique, puisque les gens pouvaient manger, quand ils peuvent manger, ils peuvent nourrir des enfants, donc ils font plus d'enfants, avec des progrès technologiques dans l'agriculture, donc explosion démographique, et ensuite un petit âge glaciaire qui a réduit sensiblement les productions agricoles et qui a entraîné l'Europe et toutes ces régions-là dans une pénurie alimentaire qui a affaibli les gens et qui les a rendus beaucoup plus réceptifs aux pathogènes. Et c'est pour ça que la peste noire a pu se développer sur des populations affaiblies, des populations qui s'étaient appauvries avec une hygiène moins bonne, et la possibilité de voir des rats proliférer, des puces proliférer dans un monde qui était en train de s'écrouler car il avait subi une surpopulation et ensuite une baisse, une surpopulation qui est due à la baisse calorique. La surpopulation est toujours relative. Toujours relative. Alors je vais essayer de vous lire un petit texte sur la relativité de la surpopulation, parce que c'est quand il y a surpopulation qu'il y a à ce moment-là des crises énergétiques, des guerres et des pandémies. Alors je vous lis un petit texte sur la relativité de la surpopulation. La surpopulation commence quand les individus subissent une baisse calorique qui entraîne leur affaiblissement. Cette surpopulation est relative en fonction des peuples et de leur gestion du territoire. Ainsi, on peut vivre les uns sur les autres, entassés comme des sardines dans un environnement bien géré et n'éprouver aucun stress et ne subir aucune restriction calorique affaiblissant l'organisme. Ou vivre peu nombreux sur un vaste espace fournissant peu d'énergie,
ou une faible augmentation démographique en rapport avec quelques naissances ou l'arrivée d'étrangers entraînera une baisse des ressources énergétiques et un affaiblissement global de la santé des individus. Alors comme en général les individus sont éloignés sur ces zones-là, quand ils ne sont pas nombreux, qu'il y a une surpopulation sur une zone qui ne produit pas de calories, il y a tout de même moins la possibilité d'avoir une pandémie puisque les gens sont bien plus éloignés les uns des autres. Les pandémies peuvent avoir lieu quand les gens sont en ville, sont regroupés les uns avec les autres dans des zones où ils vivent les uns sur les autres. Alors, la question venait, mais pourquoi les virus arrivent-ils toujours de l'Asie et de chez les Chinois? Alors, les gens disent, ouais, parce qu'ils bouffent n'importe quoi. Alors non, c'est pas vraiment parce qu'ils bouffent n'importe quoi. C'est à la base pour une raison qui est bien particulière, c'est pour une structure de leur société, de leur monde. Le monde chinois est un monde qui s'est en partie construit sur le riz et sur la gestion du riz et des rizières, ce qui rend les Chinois extrêmement communautaires. Donc ils vivent les uns sur les autres parce qu'ils travaillent les uns sur les autres en faisant passer la communauté avant l'individu. Ils n'ont pas cette individualité de l'Européen, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que le riz, c'est de production annuelle en Asie. Alors, pas confondre avec le riz africain, c'est qu'une seule. C'est un riz adapté à un climat un peu différent. Donc c'est de production annuelle, donc beaucoup de calories d'un coup qui nourrissent beaucoup de petits Chinois, alors des grands au nord aussi, parce qu'ils mangent pas mal, ils mangent un peu plus de cochons, de graisse animale, alors qui nourrissent beaucoup les Chinois, et le Chinois est communautaire parce que ce riz, pour être cultivé, ne demande avant tout des travaux collectifs d'irrigation, on doit chacun travailler à des grands canaux qui irriguent des parcelles individuelle, ce qui fait que dans la psychologie du Chinois, l'individu passe après le groupe, et c'est pour ça que les Chinois aiment vivre en groupe, puisqu'ils n'ont pas cette individualité qui est donnée par cette culture du riz, due à un climat bien particulier, qui est le climat de la Chine plutôt du Sud, mais qui a permis à la Chine du Nord aussi d'avoir un apport énergétique important, et une bonne gestion globale, puisque les Chinois sont des gestionnaires, on va dire, et des gens qui sont très collectifs, le collectivisme asiatique, et qui vivent entre eux, les uns sur les autres, puisqu'ils gèrent une grande quantité d'énergie donnée par le riz, un peu de protéines et beaucoup d'hydrates de carbone, ce qui leur permet d'être très nombreux, de manger beaucoup, ils ne mangent pas beaucoup, mais de manger correctement en étant très nombreux, puisqu'ils arrivent à gérer, à faire passer le groupe avant, donc ils sont très nombreux les uns sur les autres, avec une gestion de l'espace qui n'est pas la même pour l'occidental. L'occidental a besoin de beaucoup plus d'espace, puisque c'est un être un peu plus individualité qui a été donnée par la culture du blé en partie, qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un travail collectif avant pour pouvoir utiliser sa parcelle. C'est chacun à sa parcelle de blé, faire du blé, l'expression européenne, française, on fait du blé. Oui, chacun fait son blé pour le vendre, on n'a pas besoin il y a une concurrence entre les producteurs de blé, chacun travaillant pour que sa parcelle produise mieux que celle du voisin, dans une espèce de compétition des individus entre eux pour produire un maximum de blé, pour pouvoir le vendre, s'enrichir, et vendre du blé et permettre tout le peuple de progresser. Donc il y a par ces végétaux deux façons de vivre. Il y en a un qui a besoin de plus d'espace, c'est l'européen. L'asiatique non, ils vivent en communauté parce que c'était des civilisations basées sur le blé, donc une communauté unie travaillant pour le groupe avant de travailler pour l'individu. Donc les Chinois vivent les uns contre les autres. Regardez les photos de la Chine, regardez la façon dont ils travaillent dans les usines. Ce sont des gens qui sont habitués à vivre comme ce que l'on appellerait, nous, les Occidentaux, des fourmis, tout simplement parce que leur énergie les a habitués, l'énergie sur laquelle ils vivent, sur leur organisme vivent, c'est le riz en partie, a formé leur cerveau, a formé leur mentalité à vivre les uns sur les autres sans se gêner. Et évidemment, quand on vit les uns sur les autres, on peut plus facilement se transmettre des bactéries et des virus, alors qu'en Europe, ça se transmet plus lentement. Donc, on vit avec des animaux dans des fermes, avec des producteurs de riz, tout le monde est proche les uns des autres. On fait souvent les deux, on a du riz et des cochons en même temps, ou des poules, et là-dedans, et des légumes. Et là-dedans, on vit comme on vit les uns sur les autres. Les virus se diffusent beaucoup plus rapidement. Et comme on est plus nombreux, on a plus de chances
de voir un virus venu d'un animal, par exemple. En général, les virus et les bactéries ont des hôtes communs, hein, comme je vous l'ai expliqué. On a plus de chances de voir un virus muter et une bactérie devenir pathogène, c'est-à-dire mauvaise pour l'organisme, et se diffuser dans une population qui vivent les uns sur les autres. C'est pas pour ça que tous les Chinois vont mourir parce qu'ils ne sont pas dénutris, mais passer en Europe où les mecs par exemple se font la guerre, comme en 1918, vous avez une bactérie et vous avez des pathogènes qui deviennent redoutables sur des populations affaiblies pour la guerre et venues d'Asie. Elles arrivent en Espagne, 1918, elles se développent et puis sur un peuple affaibli, sur des peuples affaiblis, ça fait une pandémie terrifiante. Donc c'est pour ça qu'actuellement on n'est pas dans une situation de pandémie, même si le virus qui se serait retrouvé par exemple en 1918, le même, aurait été un virus gravissime qui aurait tué beaucoup de populations. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs pour déclencher une pandémie. Nous n'avons pas actuellement de facteurs déclenchant une pandémie. Pour éviter d'avoir un développement de virus, il faut avoir un système immunitaire en bonne santé, ce qui ne veut pas dire quand vous injectez le virus que votre corps va l'éjecter tout de suite, mais un système immunitaire en bonne santé fait que le virus ne peut pas pénétrer dans votre corps, puisque votre corps a des barrières, a une peau, a des bronches qui empêchent le passage du virus. Une peau en bonne santé, des bronches en bonne santé, non inflammées, pas d'excès de mucosité où pourrait se développer le virus et des pathogènes ou des bactéries laissant des portes d'entrée dans les bronches et dans le système respiratoire. À ce moment-là, ça veut dire qu'un système immunitaire, c'est-à-dire qui laisserait des portes d'entrée au virus, système immunitaire déficient laissant des portes d'entrée au virus par des inflammations de la peau, des bronches, du système respiratoire, générerait une pandémie. Bon, voilà. Un bon système immunitaire vous permet d'avoir des barrières, des frontières, vous protégeant du monde extérieur et empêchant la pénétration de pathogènes. Et les épidémies passent par le fait que les barrières, les frontières de votre corps sont ouvertes à des bactéries et à des virus dangereux. Alors, je terminerai en parlant du sida, le sida qui a fait beaucoup de morts, bien sûr, mais le sida vous montre bien comment un virus peut passer dans certaines populations et pas dans d'autres, et dans un sens et dans l'autre, et devenir, sans être une pandémie, parce qu'elle se développe partout, mais devenir terriblement virulent dans certaines populations et pas dans d'autres, pour la raison simple que les barrières du corps sont chez certaines personnes détruites, abîmées, endommagées, et des fois avec un système immunitaire abîmé dans certaines populations. Alors, le sida, c'est pareil, je crois que le sida est passé du singe, on dit parce qu'ils ont mangé du singe, et après c'est arrivé chez l'homme, mais le sida ne se transmet pas de la même façon à tous les individus et dans tous les milieux. Alors, le sida s'est transmis, ça a été découvert dans les communautés homosexuelles, avec surtout, ça a commencé à Haïti, et après, ça a commencé à Los Angeles, New York, dans les villes où il y avait des communautés homosexuelles, parce que le mode de transmission du sida est particulier, il passe en franchissant les barrières des muqueuses, les barrières de la peau, le toxicomane qui se file le sida, c'est pas un virus qui passe facilement, mais le fait qu'il se retrouve dans les sécrétions vaginales des fois, et dans les sécrétions sexuelles dans le sperme, fait que le passage du sida a été beaucoup plus virulent de l'homme à la femme, ou de l'homme à l'homme, que de la femme à l'homme, pour la bonne raison que il s'est retrouvé chez les communautés homosexuelles, parce quelques homosexuels ont été infectés, sûrement en allant avec des Haïtiens, et comme les homosexuels ont des relations sexuelles où ils font des pénétrations anales, et que le virus se retrouve dans le sperme, et en passant avec une éjaculation dans le côlon, qui est la fin du type digestif, est fait pour absorber une partie des nutriments, réabsorber l'eau, tout ça. Il a des fonctions, il a plusieurs fonctions, c'est pas ma spécialité, mais il a une seule couche de cellules,
une couche très fine de cellules pour mieux absorber. Et quand on éjacule dans le côlon, donc après la sodomie, et ben on se retrouve, même si on n'a pas éjaculé, s'il y a même des sécrétions, le fait d'avoir des sécrétions d'un individu contaminé dans le côlon fait que le virus passe très facilement d'un individu contaminé à un individu qui se ferait sodomiser. Donc c'est passé très vite. Et celui qui est contaminé dans la communauté homosexuelle celui qui se fait sodomiser, va sodomiser l'autre et ainsi de suite va contaminer toute une communauté. C'est pour ça que ça a débuté dans la communauté homosexuelle, parce que le passage sperme muqueuse du côlon est beaucoup plus facile que le passage sperme muqueuse vaginale, qui est une muqueuse de protection en vérité, avec un milieu très acide, où le passage de la membrane de la muqueuse est beaucoup plus difficile, puisque c'est une muqueuse pavimenteuse à plusieurs étages, plusieurs couches de cellules qui ne se transpercent pas si facilement. Donc le passage de l'homme à la femme est déjà plus difficile, et il passe si l'homme est contaminé et éjacule dans l'anus de la femme, donc par sodomie. Mais en éjaculer dans une femme, c'est déjà plus dur, et une femme peut difficilement contaminer un homme, puisque la peau du sexe de l'homme est bien plus épaisse. C'est une muqueuse, c'est une peau, pas une muqueuse. Ce sont des couches de cellules bien plus épaisses, qui sont faites pour en vérité protéger l'organisme des attaques extérieures, et pour que rien ne rentre, si ce n'est des choses, si ce n'est des rayons solaires, si ce n'est des choses bonnes pour l'organisme. Donc il y a une espèce de protection. La peau est quelque chose qui protège, et la peau du sexe, du gland, et du sexe en général, est une peau qui ne laisse pas passer les virus. Donc très faible contamination de la femme à l'homme. Alors il y a un cas différent, il y a un cas qui peut varier, c'est en Afrique. En Afrique, pourquoi ça passe? Ça passe pour la bonne raison que les Africains n'ont pas forcément des baisses de défense immunitaire importantes, qui ferait qu'ils seraient plus sensibles, mais le climat tropical africain génère souvent des mycoses, des petites infections, des petites abrasions au niveau du sexe de l'homme, au niveau il y a beaucoup de bactéries, de virus, de mycoses, et peut générer beaucoup de petites maladies de bobos qui sont des passages au niveau des muqueuses des organes génitaux de l'homme et de la femme, qui sont des passages lors des rapports sexuels du virus, qui se trouve dans le sang et aussi, et dans les muquosités, dans les sécrétions sexuelles, vaginales ou le sperme, qui fait que ces ouvertures dues des bactéries, des inflammations dues au milieu, il y a des champignons, font que ça passe beaucoup plus facilement de la femme à l'homme, et aussi de l'homme à la femme en Afrique, à cause de ces bactéries, de ces champignons qui créent des lésions dans les zones génitales des hommes et des femmes. Pour la petite histoire, on s'était aperçu au Kenya que la circoncision des individus, des hommes, était un moyen extrêmement efficace de limiter le passage du sida. Alors bien sûr, pour limiter de l'homme à la femme, il y a bien sûr le préservatif qui empêchait, avec cette barrière de latex, le passage du virus. Mais c'est pour ça que certains virus passent plus ou moins. Alors pareil, dans les communautés homosexuelles, ça passait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient des toughers, des mecs qui faisaient la fête dans les communautés, ils ont fait la fête homosexuelle, et les gens qui prennent des stupéfiants, de l'alcool, de la coke, de la drogue, des extasies, ont souvent en plus une baisse des défenses immunitaires par une vie de tougher qui n'est pas top pour maintenir une bonne santé générale. Donc le sida avait tendance à passer facilement, puisque les barrières du corps étaient plus fragiles dues aux inflammations que les bactéries généraient sur la peau, le corps entier, les muqueuses et tout le tralala. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que de toute façon, on n'est pas prêt d'avoir une pandémie, on peut avoir de graves problèmes, mais on peut l'isoler, mais on n'est pas dans la situation de l'Europe de 1918, ou dans la situation du Moyen-Âge
en 1300, je recherche parce que je ne me souviens plus trop, moi j'oublie les dates, hein, de 1347, voilà. Alors je vais vous lire un dernier petit texte avant de terminer ma petite vidéo, texte pour vous remettre une petite couche, hein, pour vous parler des pandémies, voilà. Alors pandémie. Les pandémies sont souvent en relation avec une baisse globale des défenses immunitaires des populations. La peste noire du Moyen-Âge européen fut consécutive à un réchauffement climatique favorable aux cultures qui entraîna un accroissement démographique suivi d'un petit âge glaciaire qui entraîna à son tour de mauvaises récoltes, des famines et là-dessus une baisse globale des défenses immunitaires dans les populations dénutries et permit ainsi la diffusion rapide des maladies dont la terrible peste de 1347 qui tua une grande partie de la population européenne, mettant fin du même coup à la surpopulation qui avait suivi une période de prospérité et une explosion démographique. Pour la grippe espagnole de 1918 qui débuta en Chine en réalité, la cause de sa diffusion rapide est un peu similaire. C'est la découverte d'énergies fossiles et les progrès technologiques qui sont liés qui entraînèrent une explosion démographique mondiale, de la surpopulation dans de nombreux pays, des tensions pour l'énergie entre États et enfin la Première Guerre mondiale pour les énergies fossiles qui venaient à manquer, ce qui entraîna, en dehors des millions de morts au combat, des pénuries alimentaires, de la sous-nutrition et une baisse des défenses immunitaires chez de nombreuses populations dans le monde, baisse des défenses immunitaires humaines au niveau mondial, qui permit la diffusion extrêmement rapide d'une grippe venue d'Asie, qui tua plus de personnes que la guerre de 1914-1918 elle-même. Si les pandémies sont terrifiantes et entraînent la mort de millions d'innocents, elles sont le plus souvent consécutives à une explosion démographique dont les causes peuvent varier. Explosion démographique entraînant une surpopulation, une mauvaise nutrition générale des populations, une baisse de leur défense immunitaire et là-dessus la diffusion extrêmement rapide de pathogènes ayant muté et permettant une réduction drastique des populations, mettant fin à la surpopulation tout en sélectionnant les individus les plus vigoureux, permettant à l'humanité de retrouver son équilibre et aux survivants de mieux vivre. Les pandémies peuvent donc être comprises comme des régulateurs naturels permettant de stopper rapidement des surpopulations avant une destruction du milieu quasiment totale voire irrémédiable pour l'espèce humaine, tout en éliminant les individus les plus faibles pour que ne survivent que les forts et les mieux adaptés afin que perdure l'humanité. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que tout ça ne fait partie que de cycles, hein, et que alerter les gens sur les pandémies en leur faisant peur, ce n'est pas comprendre la façon dont les pandémies naissent et le substrat sur lequel elles se développent. Une pandémie ne peut avoir lieu que sur une population ayant un système immunitaire incapable de stopper la pénétration de germes et parfois la défense interne de l'organisme contre certaines bactéries. Voilà, il y a deux façons de stopper, il y a plusieurs façons, mais pour le corps, c'est ou les barrières naturelles du corps qui sont les muqueuses et la peau en bon état, ou la capacité du système immunitaire à lutter contre les bactéries qui y pénètrent. Voilà, où on empêche l'entrée, où on détruit les germes quand ils pénètrent à l'intérieur. Vous voyez ces deux façons de stopper des éléments pathogènes. C'est un peu comme ça que fonctionnent les États, que fonctionnent les sociétés. Nous sommes des organismes humains, mais nous sommes aussi des organismes sociaux, comme les États, les pays, et nous avons nos barrières. Le monde, la vie est faite d'organismes avec des barrières pour se protéger et chassant en interne les éléments pathogènes. Voilà, petite vidéo pour vous rassurer et pour vous expliquer le fonctionnement du monde. Voilà, paix sur terre, aimez-vous les uns les autres, et j'espère que la sagesse du Cheikh vous aura permis de mieux comprendre ce monde, d'y être mieux préparé et de moins vous angoisser pour des choses qui ne le méritent pas. C'était Frédéric Delavier, à bientôt et préservez-vous.